Les faucons russes exigent de Poutine qu'il renonce aux négociations et utilise des armes nucléaires. Après les attaques ukrainiennes par drone sur Moscou, Saint-Pétersbourg et la Crimée, ainsi que 2 attaques mortelles contre des autocars, les partisans d'une ligne dure russe exigent de Vladimir Poutine qu'il renonce à la diplomatie et intensifie les actions militaires. Des appels à une mobilisation complète, à la destruction du quartier gouvernemental de Kiev, à l'élimination de Zelensky, à des frappes contre les usines européennes produisant des drones pour l'Ukraine. Et certains proposent même d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Après les dernières attaques ukrainiennes, ces exigences sont devenues encore plus radicales. Nous voyons cela tout de suite avec nos experts François Martin, Antoine Guénaud et Laurent Arthur Duplessis. Générique. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Eh bien, Géopolitique Profonde, en plus d'être cette revue confidentielle, c'est aussi une maison d'édition. Une maison d'édition, et le dernier livre en date édité, eh bien, c'est celui de notre ami Michel Fisz, qui a déjà écrit 2 livres sur le sujet de Macron, justement. C'est le dernier en date. Il a osé, il est allé dans la tête de Macron. Bonjour le labyrinthe, c'est pire que celui du Minotaure. J'espère qu'il a réussi à en sortir indemne. Souhaitons-lui en tous les cas. Voilà l'affection mentale de Macron, de notre présidio. Bien, eh bien, écoutez, donc vous avez, on a planté le décor un petit peu de cette émission du soir, de ce plateau du lundi soir. Eh bien, je me tourne tout de suite, comme de coutume, vers Laurent Arthur Duplessis. Mon cher Laurent, est-ce qu'il y a réellement ce risque d'escalade ? On sent que si Poutine a des nerfs d'acier, il y a 2 éléments qui me semblent essentiels à prendre aussi en considération. C'est un entourage. Et l'entourage, il n'est pas comme Poutine. Et puis peut-être quelque chose qui s'impose même à Poutine lui-même, tout homme qui a des nerfs très solides, c'est le fait d'avoir une dissuasion nucléaire. Est-ce qu'à un moment donné, il n'aura pas nécessité de restaurer cette dissuasion nucléaire en disant, eh bien, ils sont allés trop loin, il y a une doctrine, après tout, nucléaire, qui permet de frapper un pays qui frapperait de façon massive dans la profondeur russe et qui aurait comme soutien, qui serait le proxy de puissance nucléaire. Or là, eh bien, n'est-ce pas le cas avec l'Ukraine, proxy des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, 3 puissances nucléaires, justement. Et oui, tout à fait, puisqu'en effet, là, les Ukrainiens ont trouvé effectivement le moyen de commencer à atteindre les intérêts vitaux de la Russie, puisqu'ils s'attaquent aux raffineries de pétrole et que, avec notamment leurs missiles nouveaux, plus des drones... Flamingo. Oui, Flamingo, plus des drones très bricolés, perfectionnés. Ils arrivent... Assemblés en Ukraine, semble-t-il, construits dans des usines du complexe militaro-industriel européen. Oui, parce que certains sont probablement construits même dans des pays de l'OTAN. C'est ça. Et avec le Flamingo, par exemple, le Flamingo, tout de même, il porte à 3000 km. Et le Flamingo, il a une charge de 1 tonne d'explosifs. Donc un Flamingo, il a une précision de 14 mètres à peu près. C'est largement suffisant pour lâcher donc 1 tonne d'explosifs sur une raffinerie de pétrole et de porter des dommages sérieux à cette raffinerie de pétrole. Donc là, évidemment, où ça devient lourd à porter pour Poutine et l'économie russe, c'est que non seulement ça frappe de plein fouet les consommateurs russes, on voit bien par les réseaux sociaux
les files d'attente devant les pompes à essence en Russie, alors que c'est le paradis du carburant, des hydrocarbures, la Russie. En particulier en Crimée. Et pas seulement, en Crimée, mais pas seulement. Ça n'est pas vrai. Ah, Alors, on va y revenir. On termine. Et là, ça commence à bien commencer cette émission. Et puis le fait que la diminution de la production de carburant raffiné oblige la Russie à importer du carburant raffiné d'Inde, ce qui montre bien tout de même qu'il y a une pénurie de carburant raffiné qui s'installe en Russie. Sinon, ils ne demanderaient pas à l'Inde de leur en fournir. Avant, ils étaient parfaitement autonomes. Ils raffinaient entièrement selon leurs besoins leur carburant. Et là, non, et leurs besoins en carburant raffiné ne sont plus assouvis. Et d'autre part, il y a un problème aussi... Ils n'exporteraient plus le kérosène non plus, c'est ça? C'est ce qui se dit. Oui, en plus, c'est le garde pour eux, etc. Or, à un moment donné, si ça continue, ça peut gêner l'armée aussi. Parce que l'armée, il faut qu'elle fasse tourner ses camions, il faut qu'elle fasse tourner sa logistique avec du carburant raffiné, là aussi. Ça peut être gênant. Or, on voit bien qu'il y a une exaspération qui monte quand même dans la population. Et Romain Bessonnet me disait, lors de la grande fête de TV Liberté, qu'il sentait monter en Russie de plus en plus dans les milieux dirigeants russes, et dans la population, mais beaucoup dans les milieux dirigeants russes, une grogne de plus en plus intensive. Et l'idée, me disait-il, monte qu'il faudra non seulement frapper un grand coup sur la table contre les Ukrainiens, mais notamment et éventuellement avec des bombes, au moins une bombe nucléaire tactique, c'est-à-dire... ça serait pourquoi? Ça serait pour ouvrir une brèche sur le front et aussi pour l'impact psychologique de la chose aussi. Ouais. Parce que imaginez qu'il y ait 5 kilotonnes qui explosent. Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. Hein. Bon. Mais il y a les Russes ont des bombes à 3 ou 5 kilotonnes. Bon. C'est pas énorme. Hein. C'est 5 fois... 3 kilotonnes, c'est 5 fois moins qu'Hiroshima. Mais c'est du nucléaire. Alors il suffit que ce soit du nucléaire pour que ça impacte énormément les esprits. Et ça pourrait faire un choc psychologique sur les opinions occidentales. Et ça pourrait éventuellement amener les opinions occidentales à dire à leurs dirigeants, maintenant le bellicisme, ça suffit. On discute avec les Russes et on leur fout la paix. Je crois que, en tout cas, Bessonnet me faisait état de la montée de cette idée-là. Or, nous savons que Bessonnet est marié à une Russe qui connaît très bien les Russes, qu'il est tout le temps fourré à Moscou et qu'il ne raconte pas d'histoire. Et je crois que c'est à prendre très au sérieux. Très bien, merci Laurent. Alors, on n'est pas d'accord et ça tombe bien, comme ça on va pouvoir débattre. François, par rapport à la fois à l'ensemble du sujet et précisément ensuite sur les pénuries d'essence. Je ne partage pas une partie de l'analyse de mon ami Laurent. Oui. Et je voudrais préciser aussi un certain nombre de choses que je trouve même pas très claires dans la présentation de départ qui a été faite. Alors, vas-y. Décidément, il va s'en prendre à tout le monde. Il est en forme. Hein. Je pense, c'est que la Russie a des problèmes de disponibilité de raffinés depuis toujours. Parce que l'été... c'est une période où les gens se promènent plus, je pense, et il y a toujours des problèmes dans les pompes en été en Russie. Oui, mais je voudrais terminer. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est avant la guerre ou après, la Russie interdit maintenant l'exportation de raffinés qui est réservée aux pompes, qui est réservée aux industries, etc., sauf... semble-t-il, le gasoil, que pour l'instant, elle continue à exporter, mais elle pense aujourd'hui à le réserver au marché intérieur. Donc le marché intérieur, les problèmes du marché intérieur ne sont pas liés à la guerre d'Ukraine. Par ailleurs, je veux rappeler que la capacité de raffinage en Russie est beaucoup plus importante que ce qui est fait aujourd'hui, puisque la Russie n'utilise aujourd'hui que 70% de ses capacités de raffinage. Alors, il suffirait... et je pense qu'elle le fera si elle en a vraiment besoin, ce qui me fait croire a priori qu'en fait, elle n'a pas vraiment besoin aujourd'hui,
d'augmenter sa capacité de raffinage pour combler le trou. Et alors, par les files ailleurs, d'attente, les pénuries, c'est vrai ou faux? il y en a toujours eu. Non, mais il y en a toujours eu. Et par ailleurs, c'est pas ça qu'exporte la Russie. La Russie exporte à 90 ou 15%. Non, mais attends, je termine. Vous avez le droit d'échanger aussi. Hein. Pas ce que c'est faire, Laurent. Du brut et du gaz. Donc, ça ne touche pas ces œuvres vives, pour reprendre l'expression maritime. Ça ne touche pas ces œuvres vives. On sait qu'en maritime, les œuvres vives, c'est quand tu envoies un boulet en dessous de la ligne de flottaison, tu coules le bateau, tu le gines. Si tu touches ce qu'on appelle les œuvres mortes, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de flottaison, tu fais un tomber un mât, mais tu ne gênes pas vraiment le bateau. Ça ne touche pas les œuvres vives. Bien. Par ailleurs, et je vais terminer avec ça, on n'était pas d'accord avec la présentation générale. Allons-y. Non, je vais dire pourquoi aussi. Bah aussi. Par ailleurs, on sait que les drones envoient aussi de l'essence ou du kérosène, oui. Parce que le but, c'est de montrer des flammes. C'est une opération médiatique. Oui, c'est pas une opération. Ça n'est pas stratégique. Ça n'est pas stratégique. Ça n'est pas stratégique. Voilà, c'est ça. Alors tout le monde dit, ah mais regardez la Russie. Je pense que Poutine, il s'en fout. En fait, non, mais c'est pas son problème, ça. Il a quand même une opinion publique. Alors, quoi qu'on en dise. Ça, c'est autre chose. Eh ben, c'est l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. En Russie, c'est pas l'essentiel. Je suis désolé. Vous aurez l'occasion d'échanger, de continuer. Je pense que c'est pas l'opinion publique, c'est l'opinion publique qui est autour de Poutine. Et là aussi, voilà. Oui. Mais c'est là qu'il a ses ennemis. Les faucons. Bellicistes. Vous avez vu la tête qu'il avait, Poutine, dans son interview avec son journaliste favori. C'est un des mecs qui se maîtrise le mieux de toute la planète. On ne tirera pas de conclusion. Il n'avait pas l'air joyeux. Moi, je l'ai vu dans une autre truc où il sourit en expliquant. Il a l'air rarement joyeux, hein, Poutine. Je pense que... Laurent, on a tendance à forcer le truc parce qu'on voudrait bien que... Mais pour moi, ça ne correspond pas à la réalité. François, on n'épuise pas le débat. Donc, si tu veux terminer sur la présentation qui ne te convenait pas, tu as 2 minutes. Sinon, la parole à Antoine Guénaud. Non, la parole. Tu veux pas de... Qu'est-ce que tu voulais dire sur la présentation? Je voulais dire qu'on confondait un certain nombre de choses chez Poutine et que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut qu'il frappe, en fait, aujourd'hui, Poutine a besoin du temps que Zelensky lui donne. Parce qu'il a besoin de... Il sait que s'il va négocier aujourd'hui, il ne pourra pas avoir facilement Slaviansk et Kramatorsk parce qu'il ne les aura pas conquis. Donc il a encore besoin de temps pour faire la guerre lente qu'il fait aujourd'hui. Et Zelensky, en refusant de négocier, lui donne précisément le temps dont il a besoin. Et par ailleurs, Poutine donne à Zelensky du temps pour s'en mettre plein les poches et payer les gens qui sont autour de lui. Donc il se rend service aujourd'hui. Personne n'a envie de négocier en réalité. Laurent, vous allez pouvoir répondre dans un instant, mais d'abord, Antoine Guénaud, qu'on est content d'avoir sur ce plateau. Merci, merci de l'invitation. Voilà. Peut-être que les peuples ont envie qu'ils négocient. Peut-être. Les peuples. Peut-être les Ukrainiens. Non, mais peut-être qu'eux ne veulent pas négocier. Mais moi, je pense qu'il y a guerre psychologique des deux côtés. C'est le contraire. Ils veulent qu'il lui casse la gueule, pas qu'il négocie. Les peuples, en général, le peuple veut qu'il en fasse plus, comme en Iran. Antoine Guénaud a le droit de parler. Non. C'est mal parlé. J'écoute la réponse. Non, mais je pense qu'il y a une guerre psychologique des deux côtés aussi. Il y a certainement... Alors, je ne sais pas non plus, franchement, j'en sais rien. Je vous fais confiance sur les. Vous êtes beaucoup plus calé que moi sur ce sujet, donc. Commencez pas comme ça, parce que non, mais c'est vrai. Non, mais bien dans cette émission. Hein. Moi, je suis un jeune homme. Là, on est sur des géopoliticiens très expérimentés, donc je vous écoute avec attention. Et je pense qu'il y a de la. Non, ils sont pas d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense qu'il y a une guerre psychologique des deux côtés. Finalement, peut-être qu'effectivement, moi, je rejoins un peu la. Peut-être que les files d'attente sont plus longues que d'habitude, mais peut-être qu'effectivement c'est aussi mis en avant chez nous de plus en plus. Peut-être, c'est même sûr, on a l'habitude. Et de l'autre côté, donc ça, pour une guerre psychologique de nous chez eux, j'allais dire, et de l'autre côté de la Russie envers nous, sur ces faucons russes qui ne sont plus dans le secret, alors que des choses peuvent rester secrètes. Si ça sort, c'est aussi parce que il y a un intérêt. Et ça fait peur.
Voilà, c'est une guerre psychologique qui se joue sur... les faucons russes nous disent il faut balancer des bombes, etc. Ce qui fait peur aux opinions occidentales aussi, aux opinions occidentales en tout cas aux Ukrainiens et à ceux qui les soutiennent, etc. Donc je pense qu'il y a une guerre psychologique des deux côtés. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Moi, je me place en tant que Français. Je suis ni pro-ukrainien ni pro-russe, je suis pro-français. Oui. Après, je sais... Non, mais là, on fait de l'analyse. On n'est pas pro, on y reviendra peut-être. On fait de l'analyse. Tout à l'heure, mais je pense qu'on est dans la guerre psychologique. Moi, je suis assez d'accord avec François Martin sur le fait qu'il gagne du temps. Ce qui est aussi cet effet que Poutine gagne du temps. Zelensky, certainement aussi. Et Zelensky... potentiellement fait aussi des erreurs. J'en lisais une il n'y a pas longtemps qui est très intéressante. Il titille un petit peu le Bélarus. Ce qui n'est pas parti à la guerre. Le problème, c'est que est-ce que Poutine attendrait pas aussi la Biélorussie? Parce que la Biélorussie permet d'accéder beaucoup plus facilement à Kiev. Oui. Par un mécanisme en cas de percée. Voilà. Quoique, une fois Slaviansk et Kramatorsk pris, il y a tout à fait. Un espace aussi. Tout à fait. Mais il y a cet autre front qui serait possiblement ouvert et beaucoup plus proche de Kiev. Voilà. Certes. Donc, est-ce que vous craignez une escalade? On peut toujours, bien sûr, on craint toujours l'escalade, mais qui ne viendrait pas que d'un côté, parce qu'on a parlé que de l'Ukraine et de la Russie, là, mais l'escalade, depuis le début, j'en suis désolé, mais c'est même Mersheimer lui-même le dit, enfin, l'escalade, on sait d'où elle vient. De base, c'est quand même plutôt... C'était quoi le nom de son article? Mais ils sont nombreux qui s'inquiètent d'une... Oui, mais c'était l'élargissement de l'OTAN, etc. Donc, Scott Ritter, autres considèrent qu'il va y avoir que les Russes vont frapper. Oui, mais ça fait combien d'années qu'il... durement. Combien qu'il... Ah non, mais là, il le dit, là. Là, il le redit encore. Oui, sous 5 ans, il y aura une guerre sur un pays de l'OTAN qu'il ne nomme pas. Les services... non, ça, c'est les services. Non, mais attendez, les services néerlandais aussi. Oui, ça, c'est le service néerlandais qui dit ça. C'est autre chose. Mais d'où sort l'information? Oui, non, mais sur le fait d'un pays de l'OTAN dans 5 ans aussi? Oui. Enfin, l'information. Les militaires français le disent. C'est le narratif européen classique. Disant que les Russes nous attaqueront d'ici 2030. Oui, c'est ça. Dit à peu près partout. Sur un pays de l'OTAN. En particulier les 5 pays. Et certains disent 2027. Et certains 2027. Oui, je voudrais... C'est encore plus rapide. Disons froidement, si je puis dire, analyser la chose sur le plan de la tactique et de la stratégie militaire. Allez-y. Il y a maintenant le règne des drones, et il est vrai que les drones ukrainiens, par le génie de l'ingénierie ukrainienne, parce que c'était quand même le cœur de l'ingénierie soviétique, les Ukrainiens, il ne faut pas l'oublier. Aussi bien dans le spatial que dans le militaire en général. Beaucoup d'industrie militaire soviétique, c'était l'Ukraine. 30% du total. Voilà. Et ils ont une vraie intelligence d'ingénieurs, les Ukrainiens. Et un très bon niveau d'éducation. Et on le voit par leurs enfants quand ils sont en Allemagne, en France, etc. Et très bon niveau intellectuel. D'autre part, donc... Alors, ces drones ukrainiens, en plus, avec des transferts de technologie, manifestement, de la part des Américains, des Anglais, des Français, etc. Ces drones ukrainiens, qui sont à la pointe de la révolution militaire des drones. Ça, vous confirmez qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, s'ils n'ont pas pris d'avance, en tout cas, ont au moins le niveau des Russes. En matière de drones. Les Ukrainiens qui avaient le plus d'avance et les Russes qui les ont rattrapés. Oui, et puis alors maintenant, c'est les Ukrainiens qui dépassent les Russes, etc. Là, vous pensez que vraiment, aujourd'hui, il y a une maîtrise ukrainienne sur les drones? Oui, non, ça c'est clair. Qui vient de cette tradition d'ingénieurs qu'ils avaient déjà du temps de l'Union soviétique. Ah, pour vous, il y a l'ingéniosité ukrainienne, c'est pas un développement du complexe militaro-industriel occidental. Et il y a les deux. Non. Il y a les deux qui s'additionnent. Il y a le génie d'ingénieurs ukrainiens, puis il y a les transferts technologiques occidentaux. Les gros transporteurs soviétiques, comment ils s'appelaient les Antonov. Les Antonov, c'était les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Tout à fait. Et dans le spatial soviétique, ils avaient joué un rôle énorme, les Ukrainiens. Donc, cette révolution dronistique, qui véritablement met en état de sidération les penseurs militaires occidentaux. Mais alors, parce qu'il y a les drones sont utilisés à deux fins, quand j'écoute en tout cas le développement, à une fin de frappe dans la profondeur sur des centres énergétiques russes, et puis aussi sur le front, sur la ligne de front. C'est pas la même chose. C'est exactement ça. Il y a 3 genres de drones. Il y a les drones à très courte portée, qui sont utilisés sur le front,
dans la zone de la mort. Qui crée des espèces de dead zone, voilà. Voilà, la zone de la mort. C'est ça. Des deux côtés. 25 km d'un côté, 25 km de l'autre, une zone de 50 km, appelée la kill zone, la zone de la mort, où des mini-drones, vraiment de 1 000 €, 1 500, 2 000 € maxi, sèment la terreur en tuant systématiquement les fantassins et en détruisant les ambulances, les véhicules militaires, etc., des deux côtés. Hein. Ce qui fait que le front est relativement statique, relativement immobile, bien que les Russes, dans l'ensemble, continuent à avancer. Très peu, mais Pas ils très avancent. peu. Ben, ils avancent, lentement. Ils ont pris Konstantinovka, Et alors, ils effectivement, ont pris Kupiansk, Oui, ils oui. ont pris Krasny-Liman. C'est Voilà. quand même énorme. Donc, On n'en parle pas. ils continuent à marquer un avantage sur la Voilà. ligne de front tout de même. Faut le dire. Dans une guerre d'usure, mais oui, conquiert des positions clés, et ça finira tout de même par un effondrement ukrainien à un moment donné de ce côté-là. Exactement. Alors les Ukrainiens, là où effectivement, et à leur manière, ils manifestent leur talent de stratège et de tacticien, c'est qu'ils ont développé donc trois sortes de drones. Les à 200 km, les à très courte portée, qui coûtent pas cher. À moyenne portée, c'est 200-300 km. Ce sont des drones en matière synthétique, plastique, polymère en tout genre, fibres de carbone, qui sont très peu détectables par les radars parce qu'il n'y a pas de pièces métalliques dedans. Et avec ces drones à 200-300 km, ils ravagent la logistique russe, les camions, les ambulances, tout ce qui fait vivre une armée, et notamment les camions, c'est essentiel pour ça. Et puis, ils attaquent aussi les locomotives des convois de chemin de fer, civils ou militaires. Et donc, ils s'en prennent à la logistique sur une bande de 200-300 km. Et très difficile à contrer, ces drones-là, parce que, comme je le disais, ils sont très peu détectables par les radars. Sauf qu'ils sont, comme ils doivent dépendre des GPS pour avancer, Oui. ils sont aussi, je veux dire, ils sont pas filoguidés, donc ils sont pas indépendants d'un système qui Et consiste Starlink, à les... C'est Starlink. Comment C'est oui, Starlink. oui, mais Ça ils fonctionne peuvent grâce à être, Starlink. comment dire, Starlink. Brouillés. voilà, ils peuvent sont être brouillés. Ils peuvent être Non. brouillés, mais ils ne le sont pas toujours. Et puis, Voilà, il faut et le dire puis- aussi. Et puis, il y a l'immensité aussi des espaces qui jouent pas en faveur de la défense. C'est vrai. Et donc, cette immensité de l'espace, on n'est plus du temps de Kutuzov et de Napoléon. C'était un atout à l'époque. Ça l'était encore du temps d'Hitler et de Bagration et de Yukov, la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça se retourne contre les Russes parce que c'est indéfendable quand c'est... Ils viennent de, comme je l'ai dit, de conquérir 3 villes majeures. C'est bien qu'ils ont quand même un avantage en termes Non, de... mais là, je parle de la parade contre les drones et les missiles. Je parle d'autre chose. Et alors, troisième catégorie de drones. Oui, non, Alors, les drones qui frappent à plusieurs milliers de kilomètres. À 1000 km, et puis le fameux Flamingo. Alors ça, c'est des missiles balistiques. Balistique, mais qui va plus qu'à 1000, il va à 3000 km. Il a une portée très longue, celui-là. Et il a une capacité d'emport d'1 tonne. Et sa précision de 14 ou 16 mètres est suffisante pour emboutir une raffinerie de pétrole avec une charge d'1 tonne. Et alors, avec une charge d'1 tonne... Alors, d'où il vient, ce Flamingo? Parce que là, on ne va pas dire encore que c'est l'évolution. Il est en partie fourni, certains composants de ce missile sont fournis par l'industrie européenne. Oui, et je suis même persuadé qu'il y a des transferts de technologie aussi. Non, mais bien, non, mais c'est pas perçu, c'est certain. Voilà. Mais donc alors, là, il y a de la provocation. Donc c'est de là que certains disent, eh bien, il faut aller, que ce soit pour les drones ou les missiles, frapper directement les usines européennes. Alors, on peut toujours ergoter au temps d'aujourd'hui en disant les pénuries d'hydrocarbures raffinés, c'est pas encore méchant. On peut toujours ergoter là-dessus maintenant. Bon, dans 6 mois, à ce rythme-là de destruction des raffineries russes, il n'y aura plus moyen d'ergoter. Je pense pas. Dans je 6 pense mois, que la menace est très largement exagérée pour des raisons médiatiques, parce qu'il va y avoir des élections en Russie à l'automne qu'on a intérêt à... Pour moi, c'est essentiellement médiatique, ce truc-là.
C'est essentiellement médiatique. Il y a en tout cas une campagne médiatique forte. Mais c'est clair. Actuellement, expliquant que la Russie. Alors, un instant, parce qu'il faut aussi que Antoine Guénaud puisse parler. Hein. Là, on l'arrête plus, Laurent. Vous pouvez, tu peux continuer. Hein, oui. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, sur la taille de la Russie en plus, c'est quelques attaques droniques parce qu'il y en a pas tous les jours. C'est pas véritablement une menace. C'est pas véritablement une menace. Je pense que si Poutine a vraiment un problème avec ça et que son opinion se retourne véritablement, alors qu'aujourd'hui je crois que l'approbation de sa politique est de l'ordre de 70%. Donc il faut rien exagérer sur la menace politique vis-à-vis de Poutine non plus. C'est évolutif. Comment ? C'est en évolution. Ce que je pense par contre, c'est qu'il est possible qu'un certain nombre de personnes, en particulier les nostalgiques de la grande URSS, aient envie que ça pète. Mais ça a toujours été le cas. Et Poutine les a maîtrisés ou les a zigouillés. Depuis toujours. Comme il a zigouillé les colombes qui crachent les dollars, qui ont envie de faire du business et de se réconcilier à n'importe quel prix. Il a mis au pas les uns et les autres pour continuer sa politique. Il avait eu un problème avec Zhirinovski à un moment donné. Moi, j'ai l'impression qu'il manque un Zhirinovski en Russie. Et sa politique, c'est quoi ? Je rappelle encore une fois que le vrai problème de Poutine, c'est pas l'Europe. Le vrai problème de Poutine, c'est la Chine. C'est la Chine qui, historiquement, revendique toute la partie est de la Russie. C'est la Chine. Et il bichonne la Chine parce qu'il peut pas se permettre le moins de problèmes avec la Chine. Mais si son vrai problème, c'est la Chine qui l'empêche de dormir, lui ou son successeur, il a besoin, et il a toujours fait ça, de se garder une porte de sortie à l'ouest. Non seulement parce qu'il est européen, mais parce qu'il a besoin. Alors, et je finis, il a besoin de foutre dehors les mauvais dirigeants mondialistes européens pour avoir en face de lui des gens avec lesquels il veut discuter. Et s'il tire sur l'Europe, il fera la même chose que ce qu'ont fait les imbéciles d'Américains en tirant sur l'Iran. Il soudera pour toujours les populations qu'il veut récupérer et les mauvais dirigeants. Donc c'est exactement la pire erreur qu'il pourrait faire en cédant à cette politique de terrorisme qu'essaye de faire Zelensky avec les Européens. Donc, il ne tombera pas dans ce piège. Par contre, il assassinera Zelensky si c'est nécessaire. Bon, ça, c'est pas la première fois que vous le dites. Antoine Guénaud. Là, je suis complètement... 2 minutes 30. Non, mais je suis complètement d'accord avec François Martin. Je suis complètement d'accord. Il est trop malin pour tomber dans un piège pareil, surtout que, effectivement, sa tactique Merci. Non, mais complètement. Quel que soit le niveau de provocation de l'autre côté ? Quel que soit le niveau de provocation, il faut peut-être pas aller trop loin. Bien sûr, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils iront plus loin ? Est-ce qu'ils iront trop loin aussi ? On a l'impression que c'est évolutif, ça aussi. Alors, en 3 mois, il aura ramassé Slaviansk et Kramatorsk. Mais les raisonnements de François... on laisse Antoine je suis terminer. D'accord, puisqu'il est quand même sur cette stratégie de retourner, en tout cas, les opinions politiques et donc possiblement de futurs dirigeants qui seront beaucoup moins mondialistes, puisqu'il y a en tout cas une tentative de multipolarité. Ce que font les Américains, ils font évidemment des erreurs totales, puisqu'ils ont retourné des opinions politiques russes qui, en fait, finalement, se précipitent vers la Chine, alors que c'est ce qui va leur causer défaut. Il y en avait eu des plus malins, j'allais dire. C'est depuis 97 que l'OTAN a continué son voyage vers l'Est, alors que des gens qu'on ne peut pas être susceptible d'apprécier particulièrement en France, mais des gens comme Bush ou même Kissinger, etc., qui étaient quand même des grands géopoliticiens, ont bien compris qu'il fallait arrêter cet élargissement à l'Est. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on est sur des faucons américains qui sont à un niveau incroyable. Mais les faucons russes ont ce même défaut. Je veux dire, je suis complètement d'accord que, de toute façon, Poutine ne fait que ça depuis qu'il est au pouvoir, j'allais dire, de toute façon, mais depuis quelques années, de gérer les tensions avec ses faucons, etc. Voilà. Mais je ne pense vraiment pas. Je rappelle que ça a failli mal finir avec Zhirinovski il y a quelques temps de cela. Je pense vraiment pas. Ça confirme ce qu'on pense. Ouais. Je ne pense pas qu'il ait abandonné des alliances, des futures alliances avec des pays, je le pense assez malin et assez historiquement intelligent, pour comprendre que la France
la France, et pas le gouvernement français, mais la France, par exemple, je prends la France parce que nous sommes français, sont comme disait Chateaubriand, il y a une sympathie entre la France et la Russie, et ce depuis des siècles et des siècles. Bien sûr. Je pense qu'il ne l'a pas oublié, qu'il le sait. Bien sûr. Merci Antoine Guénaud. On va faire une pause, et puis je vois qu'il y a un super chat, je poserai la question, ce qui nous permettra de continuer nos débats très animés ce soir. Continuons ainsi. À tout de suite. La revue Géopolitique Profonde, un article de Pierre-Antoine Plaquevent qui fait le titre de cette revue d'été, qui tombe bien en cette période caniculaire où on s'interroge, on se pose des questions. Géo-ingénierie, la guerre climatique secrète. Des articles aussi de placement avec Franck Pengam ou encore de macroéconomie avec Andy Bussaglia, et puis de la technoscience, de la géopolitique, géostratégie. On rappelle le livre, puisque c'est une maison d'édition aussi, Géopolitique Profonde, le dernier livre sur Macron de Michel Fize, Dans la tête de Macron. Plusieurs émissions avec Mike Borowski, avec Raphaël Beslu, avec moi-même, de matinales, de plateaux, d'interviews avec Michel Fize. Je crois qu'il est nécessaire, pour approfondir le sujet, de vous procurer cet ouvrage. On va revenir... Non, avant peut-être de réagir directement, Laurent, je vais vous poser à tous les trois une question qui vient du super chat, sinon après on va oublier. La Russie ne se laissera pas faire, même si l'Ukraine croit dominer. Y a-t-il un potentiel de lâcher d'ogives possible selon vous ? Oui, moi je crois qu'à terme, oui. À terme, oui. Alors, répondez maintenant aussi à ce qui a été... Et ça se relie d'ailleurs. Très bien. Bien sûr, et je sais parfaitement compris que la position de Poutine a toujours été modératrice, que ces nerfs d'acier joue un rôle essentiel. Il arbitre entre les tours du Kremlin, les communistes, les ultranationalistes, et puis le bloc central. Ceux qui ne sont pas d'accord. Oh, il les tue. Il les fait tomber du 50e étage. Mais pas tous. À mon avis, Loin s'en faut. fait beaucoup pour se faire respecter. Alors, simplement, il y a une chose. En face de lui, sans pitié. En face de lui, il a des dirigeants européens jusqu'au boutiste, d'un bellicisme hystérique, et qui ne cherchent maintenant leur salut que dans la guerre. Oui. Que ce soit le français, l'anglais, l'ancien ou le nouveau, l'allemand notamment. Pas Mélanie, pas l'italienne. Elle fait exception. Eh bien, il n'est pas tout seul sur l'échiquier. Il a devant lui des enragés. Or... Des enragés ou des gens qui trouvent qu'il est trop mou. Non, mais je parle des Européens. Ah oui. Oui, des Européens. Pardon. Et en Russie, il est flanqué par une... On pourrait qualifier ça d'aile radicale nationaliste qui trouve qu'il est poltron. Voilà. D'ailleurs, trop mot carrément poltron, qu'il qualifie de poltron, de lâche. Parce que les radicaux considèrent toujours que les modérés sont des lâches. Et il a aussi alors une opinion publique... Est-ce qu'il n'en a pas un peu besoin aussi de ces extrémistes de Poutine ? Parce que François dit il les tue, mais je crois qu'on voit bien des gens comme l'animateur Soloviev éructent littéralement contre les Européens. Or, on sait que c'est un allié de Poutine. Oui, mais il y a quand même aussi toute une effervescence sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a des réseaux sociaux aussi en Russie. Ouais. Et il y a quand même... Très contrôlé, tu remarqueras. Pas tant que ça. Il y a toute une effervescence radicale... belliciste aussi sur les réseaux sociaux russes. Et alors, ce qu'il faut bien voir également, c'est que les bobos, si on veut, de Saint-Pétersbourg et de Moscou, qui aiment bien leur confort, comme tous les bobos, ceux-là, malgré tout, ils sont plus en difficulté de ravitaillement de carburant que d'habitude. Et on le voit aussi sur les réseaux sociaux, ça.
et c'est là où les réseaux sociaux jouent leur rôle aussi en Russie, c'est qu'il y a des faits, des événements et des températures que l'on peut capter par les réseaux sociaux, alors qu'avant les réseaux sociaux, tout ça aurait été dans le blackout le plus complet. Mais le bobo de Saint-Pétersbourg ou de Moscou qui râle à la pompe à essence, ben on le voit sur les réseaux sociaux. Et ceux-là, ils râlaient pas comme ça l'année dernière et l'année d'avant. Donc il y a un crescendo. Alors, effectivement, avec les Flamingos qui sont dans les missiles balistiques en construction, en fabrication. Plus qu'en fabrication, ils frappent. Ils ont commencé, ils l'avaient dit. Je veux dire avec un rythme de tir qui va être de plus en plus soutenu. Alors probablement. Attention. Donc c'est évolutif. Parce que là, aussi, ça va faire mal. Les Flamingos. Alors, les Russes ont rapatrié des... Est-ce qu'ils pourraient aller frapper jusqu'au cœur de Moscou avec ces Flamingos? Oui. Et les Russes ont rapatrié des systèmes antimissiles du front autour de Moscou, de manière à protéger Moscou. Mais ça va manquer sur le front, d'une part, et d'autre part, ça montre une chose, c'est la grande difficulté, et ça, elle joue pour les Ukrainiens comme pour les Russes, de même qu'elle joue pour les bases américaines dans le Golfe Persique, c'est qu'on n'arrive plus à protéger correctement les bases et les villes, etc., des drones ennemis. Parce qu'ils sont trop nombreux, il y a une forme de submersion. De submersion par le nombre. De submersion par le nombre. Et tout le monde a ce même problème, que ce soit les Américains avec leurs bases dans le Golfe, que ce soit les Russes face aux Ukrainiens, les Ukrainiens face aux Russes, et ainsi de suite. Alors, c'est là où je disais tout à l'heure que l'immensité russe se retourne contre les Russes, parce que cette fois-ci, le danger vient du ciel, et le ciel est très difficile à contrôler, voire impossible à contrôler. Alors le Flamingo, dont la production est dopée en plus par l'aide européenne, par les 90 milliards que l'Europe veut donner aux Russes, eh bien ces Flamingos sont une nouvelle donne, je dirais, tactique et stratégique pour l'Ukraine. Parce que ils ont contourné le refus des Allemands de livrer des Taurus et les Américains des Tomahawk. Oui, et cette fois-ci, les Ukrainiens n'ont pas besoin d'une autorisation d'allonge de tir, contrairement à ce que c'était il y a 3-4 ans, quand les missiles occidentaux... Ah ben alors voilà, puisqu'ils prétendent que c'est eux, donc ils n'ont pas besoin d'autorisation de leur maître. Or, si on extrapole ce qui se passe maintenant sur une durée d'un an, les destructions qui vont être infligées à l'infrastructure de raffinage russe vont devenir à un moment donné très insupportables. Répondre. Ah mais il va répondre, mais là c'est vrai que vous êtes long, Laurent. Hein, franchement, il faut accélérer un petit peu. Là, je suis désolé. Allez, ça suffit. François. Je suis désolé, mais ce que tu racontes, c'est de la projection, c'est du Disney, c'est du rêve. Dans un an, ils n'auront plus de raffinerie, etc. Enfin, je ne dis pas qu'ils n'en auront plus. S'il y a quelques bobos aujourd'hui qui ont du mal à trouver, il fait comme Chirac qui disait... ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Ça lui fait la même chose. S'il y a quelques bobos de Saint-Pète qui ne trouvent pas leur essence à la fin du truc. Alors, pour être sérieux, Zelensky, il a un objectif aujourd'hui, un seul. Il a deux objectifs. Le premier, c'est de durer le plus longtemps possible, parce que plus il dure, plus il gagne du pognon, et plus il distribue à la camarilla qui est autour de lui, et s'il s'arrête, il est en danger de mort tout de suite. Donc, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Et en faisant ça, il donne du temps à Poutine. Et Poutine a besoin de temps jusqu'à ce qu'il ait Slaviansk et Kramatorsk, et après, on changera. Il aura tous ses objectifs, sauf éventuellement Odessa, et à ce moment-là, on sera dans une phase où Poutine sera réellement prêt à négocier, à ce moment-là, parce qu'il ne pourrait pas négocier quelque chose qu'il n'a pas déjà pris. Ça, c'est très difficile. Par contre, s'il dit « je l'ai, je le garde », c'est plus facile. Donc voilà le truc. Alors, l'autre... Mais il n'a quand même pas l'ensemble des deux autres oblasts, ni celui de Zaporijjia, ni celui de Kharkov. Il va les avoir. Je veux dire, regarde, il vient de conquérir 3 des villes principales. Personne n'a parlé de Krasny Liman, c'est quand même très important. Personne n'a parlé de Konstantinovka, c'est très important. Si tu regardes là, j'ai regardé le bulletin de Xavier Moreau tout à l'heure, toutes les troupes russes sont à 5 km de Slaviansk et Kramatorsk. Elles sont juste devant. Donc, c'est la fin.
c'est la fin. Alors, qu'est-ce qu'il fait Zelensky dans cette situation? Il essaye d'augmenter le truc pour faire tout brûler. Donc, il faut absolument impliquer les Européens dans la combine. C'est ça qu'il essaye de faire. Les drones, ça sert à ça. C'est ça qui joue comme truc. Mais, je veux dire, d'abord, entre le fait de dire on va se battre avec les Russes dans 3 ans ou dans 4 ans, qui est la doctrine des Européens, et la réalité d'aller combattre les Russes en Biélorussie ou ailleurs, je vais te dire qu'avant d'envoyer des troupes, on va quand même réfléchir. Bon, dans 3 ans, elle sera finie, la guerre d'Ukraine. Elle sera finie, parce qu'il aura conquis tout ce qu'il lui faut. Et c'est encore long, 3 ans. Hein, ça fait 7 ans de guerre. Les Européens ne peuvent rien faire en direct, ils le font à travers Zelensky. Moi, je pense que Poutine, aujourd'hui, il arbitre. Il gagne du temps, la situation lui permet de gagner du temps jusqu'à ce qu'il ait tout mangé. Et si jamais, à un moment donné, avant qu'il ait terminé, l'opinion russe est trop contre lui, et je ne parle pas des élites, et je vais en parler après, juste un petit mot, il assassinera Zelensky. Et on changera de référentiel. Et à ce moment-là, les Anglais mettront l'ambassadeur d'Ukraine en Russie, je ne sais pas qui s'appelle l'ancien conseiller, et puis on rentrera. Mais aujourd'hui, tant qu'il peut durer dans ce schéma, il va durer, tout simplement. C'est ça qu'il essaye de faire. Oui. Son jeu est très simple. Non. Là, il faut quand même il faut qu'il existe aussi, hein, notre Antoine. Antoine Guénaud. J'écoute. Non, mais. Non, il ne s'agit pas d'écouter. Non, mais je sais, j'écoute avec grande attention quand même, parce que c'est passionnant. Non, mais tout ça pour revenir à ça aussi, c'est encore une fois qu'une question. Non, parce qu'il y a des morts, etc. Mais il y a quand même beaucoup de questions psychologiques là-dedans. C'est quand même purement de la guerre médiatique et psychologique, c'est de la guerre cognitive, comme dirait l'OTAN. Et aussi militaire. Et militaire, bien sûr, mais cognitive. Non, ils utilisent le militaire pour faire du cognitif aussi. Cognitif, c'est pour nous, je veux dire, oui, pour les opinions publiques européennes. Tout à fait. Mais c'est ça qui est Madame Michu veut savoir à quoi sert son argent. Exactement. Madame Michu veut savoir à quoi sert son argent. Et c'est pour ça qu'il y a des opinions publiques, en tout cas françaises, par exemple, qui commencent à se poser des questions avant. Par rapport à avant, 2022, où ils étaient plutôt pro-ukrainiens parce que la liberté, etc. Mais aujourd'hui, quand on se dit que le gaz a augmenté, etc., le français, il est beaucoup moins... ou qu'il y a des problèmes de financement de je ne sais quoi et qu'on envoie 70 milliards, 90 milliards à l'Ukraine, Madame Michu, justement, commence à se poser vraiment la question. Oui. Donc, mais pour que Madame Michu ne se pose plus trop la question, il faut que la Russie fasse peur aussi. C'est pour ça que le médiatique joue à plein. Voilà. Donc il faut à la fois montrer une armée ukrainienne qui résiste bien et un ogre redoutable qui fait peur à tout le monde. Faut pas le montrer comme on dit. C'est une opération Covid bis. Voilà, faut pas le montrer comme on dit. Oui, c'est le tiers avec le tiers inclus, le double message discours contradictoire. On est tous d'accord sur le fait européen à la place des big pharma. Oui, exactement. Oui, non mais et on vend guerre cognitive. Tout à fait. Puis qui c'est qui émarge à la fin? Je veux dire, c'était la dernière rencontre entre les dirigeants européens et le patron, ils sont allés à Washington. Bon, on fournit les armes et les Européens payent. En plus. Donc bon, voilà, l'industrie américaine s'en sort très bien. L'industrie militaire américaine s'en sort très bien. Donc pareil, j'espère qu'on ira. Alors la question justement par rapport à ce que dit Laurent Arthur Duplessis, c'est est-ce que ça peut durer? Est-ce que tout ça n'est pas évolutif? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un trop-plein? On a cette impression quand même qu'entre ce qui se déroulait il y a 2 ans et aujourd'hui, eh bien, il y a, si ce n'est une submersion, en tout cas, un accroissement du feu ukrainien. Oui. Est-ce que c'est tenable pour Poutine? Est-ce que c'est tenable pour Poutine? Ça, c'est une question, effectivement. Est-ce que c'est tenable? Oui, oui, bien sûr. Tu as l'air convaincu, mais bon, la question mérite d'être posée. Non, je sais absolument pas. Moi, je dis juste, je vois ce qu'il a fait depuis des années et qu'il tient par rapport à des gens qui étaient dans son cercle, en tout cas, pas proche, mais dans un cercle quand même national, il tient par rapport à ça. Donc après, est-ce que ça va tenir? Moi, je pense qu'il y a quand même des défenses antimissiles. Moscou n'est pas encore prêt d'être. Moscou n'est pas encore prêt d'être rasé. Moi, je pense qu'effectivement, je suis assez comme François Martin. Je pense que les Ukrainiens font durer je vais dire le plaisir. Désolé, mais font durer la guerre pour des raisons personnelles de Zelensky. Je pense aussi qu'il y a des raisons plutôt américaines qui se font aussi, enfin l'OTAN, disons, mais les Américains qui... Mais quel est l'intérêt de Trump de maintenir, de continuer cette guerre? Trump n'est pas tout seul. Trump n'est pas tout seul. Enfin... Il y a une industrie militaire derrière qui lui dit de continuer, ça vend des armes, et plus le conflit dure,
plus il y a de destruction, la reconstruction, on sait très bien qui la fera aussi. La reconstruction ukrainienne, on sait très bien que c'est des entreprises américaines qui sont déjà sur le coup aussi. Trump a abandonné en tout cas ses ambitions premières. Ça, non, il les a pas abandonnées. Il mène les deux en parallèle. Comme tout ce qu'il fait. Comme tout, oui, voilà. Il est derrière. Il essaye de concilier les pro-russes et les anti-russes derrière. Oui, c'est ce les cas par rapport à l'esprit de Dimitriev pour faire du pognon un jour avec les Russes avec le pétrole, etc. Et les marchands de canons d'un autre côté. Et aujourd'hui, comme il ne sait pas choisir, il conserve les deux en attendant de savoir de quel côté ça va tomber. On parle toujours de dirigeants élus, mais il y a quand même un état profond qui est à prendre en compte. Bien sûr. Voilà. Oui, état profond dont on nous disait qu'il allait assécher le marais. On a quand même changé l'analyse sur Trump depuis quelque temps. Ah oui, alors. Moi, j'appelle Laurent. cette politique de Trump une politique de gribouille. Bah oui, moi je suis d'accord avec Laurent. Une politique de gribouille. En politique internationale, il n'y a rien à faire. On est chez gribouille. Que ce soit pour l'Iran ou que ce soit pour la Russie, Trump se plante complètement. Et il se plante complètement parce qu'il veut tout et le contraire de tout. Et donc, il échoue complètement. Là, il est en train d'encenser Zelensky maintenant. Oui, alors voilà, c'est la dernière en date. Le bonhomme orange a retrouvé en Zelensky. Il y a un an, il l'humiliait dans le bureau ovale en lui disant « Vous n'avez pas les cartes ». Et maintenant, il dit « Ah, Zelensky, tu sais pourquoi il fait ça ? C'est un génie ». Tu sais pourquoi il fait ça maintenant ? Allez-y, débattez, mais tous les deux. Oui, et parce qu'il veut faire diversion, parce que sur l'Iran, il s'étale totalement, lamentablement. Exactement. Il mord la poussière sur l'Iran. Et donc il ne s'en sort pas, il pédale dans la besoin de semoule. se redonner une légitimité, donc il fait semblant de taper sur les Russes pour faire oublier le fait qu'il se prend la Moi, il dit pas à Musk de couper Starlink à l'armée ukrainienne. Alors et donc, il suffirait de couper Starlink et puis tout s'arrêterait. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est un homme qui ouvre toutes les portes mais qui ne les passe jamais. Oui, c'est ce que j'appelle une politique de gribouille. Oui, c'est exactement ça. C'est le degré zéro de la stratégie. Oui, mais gribouille, ça explique pas. Ce qui explique, c'est qu'il met dans le même panier les pour et les contre. Il les conserve en parallèle en attendant de voir comment ça va se passer. Mais c'est pas de la stratégie, ça. Non, c'est pas de la stratégie. C'est de la nullité. Mais la conséquence concrète, c'est que le jour où Slaviansk et Kramatorsk va tomber et Poutine va dire « Ok, maintenant je veux bien parler » et Zelensky ou sera assassiné ou sera en Israël avec son billet d'avion et sa brosse à dents, ce jour-là, les Américains qui continuent à négocier avec les Russes par derrière seront les premiers sur les gisements, sur les trucs, et les Européens ne seront pas là. Oui, mais c'est dans combien de temps, ça ? À la fin de l'année, je pense. Ah oui. Fin de l'année, on va voir. La fin de l'année, je pense, Bah oui, il y aura les pluies d'automne, la gadoue, et l'immobilisation des positions dans la gadoue, etc. Combien de temps tu penses que Slaviansk et Kramatorsk va tenir une fois qu'ils auront coupé les routes de l'Ouest ? Il y a entre autres la question des drones, justement. Est-ce que les drones, avec cette nouvelle guerre des drones, peut-elle arrêter un moment encore ? C'est une question. La guerre des drones, et je ferai remarquer que les Russes, certes, continuent à avancer sur la ligne de front, mais beaucoup plus lentement maintenant qu'avant. Beaucoup plus lentement. Pourquoi ? Parce que les drones, de plus en plus, paralysent le front. Parce qu'on voit avec le Hezbollah et ça, là. Les Russes continuent à avancer. Mais ils vont moins vite, ils avancent sans arrêt. Ils n'ont cessé d'avancer. Il faut quand même le dire. Quand on dit, il faut quand même casser, Laurent, cette espèce de narratif occidental qui consiste à dire que les Ukrainiens vont reconquérir leur pays, etc. Il y a quand même un rouleau compresseur d'un côté et un autre de l'autre côté qui est en train de tuer sa population entière en l'envoyant au front. C'est ça la réalité quand même. Il y a une usure des deux côtés, donc c'est la compétition de vitesse des usures. Alors, je ferai remarquer c'est une chose, c'est que pour la Crimée, ça va plus très très bien tout de même, parce que c'est une presqu'île très facile à isoler, et ça, avec les drones, les Ukrainiens y arrivent très bien. Et c'est au point que le gouverneur de Crimée a tout de même déclaré un état d'urgence en Crimée.
Xavier Moreau a dit aujourd'hui même que ça n'empêchait pas les Russes d'aller en vacances, les connaissant. Même si, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas submergés par les drones non plus. Xavier Moreau fait d'excellentes analyses, mais là je le trouve un peu... s'il y avait un problème avec les Criméens, il l'aurait dit. Ah oui, bien sûr. Il l'aurait dit. Il est je le trouve un peu vague, un peu flottant sur cette question-là, dans ces 2 dernières prestations. On voit bien que le gouverneur de Crimée, c'est factuel, a déclaré un état d'urgence, et à mon avis, il ne fait pas plaisir à Poutine, en faisant ça. Ça ne lui plaît pas à Poutine. Bon, si le gouverneur de Crimée déclare un état d'urgence, c'est qu'il y a urgence. Est-ce que tu penses que ça empêche Poutine de dormir? Mais c'est pas le problème. Si, c'est le problème. C'est le problème que les Ukrainiens arrivent à marquer des points. Est-ce que tu penses que c'est autre chose que médiatique? Est-ce que tu penses que c'est un risque stratégique pour la Russie? Répondez à cette question, Laurent. La guerre médiatique est un élément crucial de la guerre moderne. Pour qui? Donc, de toute façon, c'est qui intoxique ça? Tu penses que les Russes l'intoxiquent? Tu penses que les élites russes l'intoxiquent? C'est les Occidentaux qui l'intoxiquent. La population russe commence à réagir au 70% il y a des panaches de fumée épaisse qui s'élèvent des raffineries et qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, donc c'est visible sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres à chaque fois que ça brûle. Il y a des élections législatives en Russie, là. Et par contre, il y a un élément dont on ne parle pas, c'est les élites autour de Poutine. Et ça, c'est vrai que quand tu consultes des gens qui connaissent bien ces élites-là et qui en reviennent... C'est ce qu'expliquait Hervé Juvin dernièrement. C'était le cas d'un de mes amis aussi... que tu connais, qui était en Russie et qui a tiré la sonnette d'alarme en disant chaque fois qu'on va les voir, ils disent on va frapper, on va frapper. Et moi je lui ai posé et moi je lui ai posé une question. Je lui ai dit est-ce que tu es sûr que c'est pas le bar de Marius et Olive où on dit retenez-moi, et comme il n'y a personne qui bouge, il dit mais attends, il n'y a personne qui retient dans ce café. Donc que Poutine ait donné, elle fait passer quelques instructions en disant faites-leur peur, dites-leur qu'on va frapper, ça me paraît, et qu'ils sont en train de nous intoxiquer à ce sujet-là, ça me paraît tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais comme je l'ai dit, je pense que pour moi, si Poutine à un moment donné tape sur les Occidentaux, il fera la plus grande connerie de toute sa carrière, Et tout, je l'ai dit, l'admiration que j'ai pour son sang-froid, son sens tactique, son sens stratégique, son intelligence, sa capacité de construction de son pays, etc., ça serait foutu par terre. Je me dirais, c'est le plus con de la Terre. Qu'est-ce que vous pensez, François, de l'objection qui est la mienne, qui est d'un autre niveau que le fait d'avoir une stratégie, c'est que cette réaction par rapport aux Européens pourrait finir par s'imposer à Poutine au sens de ce que c'est fondamentalement une dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, je suis une puissance nucléaire, je sanctuarise mon territoire, et attention, si vous cherchez justement à mettre en cause ce sanctuaire, vous allez recevoir des armes nucléaires éventuellement. Est-ce que quelque part la doctrine nucléaire de dissuasion ne s'impose pas à Poutine lui-même, qui serait amené à un moment donné à restaurer cette dissuasion nucléaire et de montrer qu'il est une puissance nucléaire et que donc on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Il en a pas besoin. On n'est pas dans le besoin là. Mais on est dans. Est-ce que vous comprenez, Laurent, ne se plie pas à une doctrine. Ah bah il disait le contraire, François. Il ne s'oblige pas. Tu as dit le contraire avec Trump. Mais non, il ne s'oblige pas à une doctrine. Il a une doctrine. Et la doctrine lui sert de guide, mais ils ne se sont pas obligés par une doctrine. Ce qui est important pour lui, c'est la décision qu'il va prendre et les conséquences de cette décision. C'est ça. Encore une fois, s'il a vraiment un problème avec les Occidentaux, il sacrifiera
le mouton Zelensky, et puis ça coupera le truc. C'est simple comme bon. Elle est où maintenant la ligne rouge avec Poutine? Comment? Elle est où la ligne rouge aujourd'hui avec la Russie? Puisqu'il Écoute, tolère de plus en plus. Il a réussi jusqu'à présent à tenir. C'est une erreur de croire que tout tient à Zelensky, même si Zelensky meurt ou est hors circuit. Je peux te dire que ça refroidira les Européens. Il n'aura pas besoin d'envoyer une bombe nucléaire, il enverra un Nord-Est. Il refroidira les Européens à part un coup de marteau très sévère. Mais certainement pas la mort de Zelensky. Comment ils feront? Par qui ils transmettront leur... À qui ils transmettront leur... En 2007, au discours de Munich de Poutine, où il a lancé un avertissement aux Occidentaux. La plupart des Occidentaux ont cru que c'était le bar de Marius et Olive. Oh, Poutine, il veut faire le méchant, mais c'est un tigre de papier. Et ça n'a pas du tout impressionné les Occidentaux. Au moment où il y avait les troupes russes qui étaient massées aux abords de l'Ukraine, les Occidentaux, à part les services de renseignement américains, disaient ben non, il n'attaquera pas l'Ukraine. De même qu'ils pensaient qu'il n'attaquerait pas la Géorgie non plus. Voilà. Bon, il l'a fait. Oui. Bon, Marius et Olive, il l'a fait. Oui, mais il n'a pas attaqué les Occidentaux directement. Oui, il a quand même attaqué un gros morceau avec l'Ukraine, quand même. Oui, mais l'Ukraine, ça ne fait pas partie Et ça a mis tout le monde en état de sidération. Ça ne fait pas partie de l'Union européenne, je suis désolé. Ça a mis tout le monde en état de sidération. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on croit qu'il ne va pas faire, et puis il fait. Et c'est là où je mets en garde. C'est que Poutine, on ne le voit pas arriver. C'est-à-dire qu'il a l'air froid et impassible. Et comme il a dit toujours, pour gagner, il faut attaquer le premier. C'est ce qu'il a fait en Ukraine. Là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que tant qu'on dit, les élites disent on va frapper, je pense que le risque n'est pas avéré. Le jour où elles diront rien, là, je pense qu'il faut... Oui, vraiment, mais je pense que ce moment n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, c'est les hommes de télé de Poutine qui disent ça, ils le disent depuis longtemps. Lui, il ne dit pas encore on va frapper. Mais moi, je me méfierais. C'est un adepte des sports de combat. Poutine, moi, j'en ai fait un peu, je sais ce que c'est. Il est froid, il est calme. Attention, au coup qui part sans prévenir. Oui, mais Laurent, on a déjà eu ces discussions. Attention, c'est pas un raisonnement stratégique. C'est une péripétie possible. Mais on ne peut pas se baser sur... Il faut quand même faire un certain nombre de raisonnements logiques par rapport aux stratégies des uns et des autres. C'est ça que je dis, moi. Je ne dis pas que ça ne peut pas se produire. Je ne dis pas que ça ne peut pas se produire. Oui, mais François, il aurait pas dû attaquer l'Ukraine. Il a attendu 8 ans. Mais il a bien fait ou pas? Je pense qu'il était obligé, oui. Voilà. Ils étaient obligés. Oui. Et je pense que là, mon premier article, c'était « Et le piège vient de se refermer, 3 petits points sur Poutine. » Oui. Parce que Victoria Nuland, quand elle a annoncé, elle a créé le gouvernement et qu'elle l'a annoncé à l'ambassadeur des États-Unis, elle lui a dit « L'objectif, c'est de pousser les Russes au conflit armé. » Le but, c'était de vietnamiser les Russes et de les casser à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui ne s'est pas passé. Alors, question du super chat de Malik. Merci pour le don de Malik. Et la question du super chat. Bonsoir à tous. Question. Pourquoi s'attaquer à l'Europe alors qu'il suffit d'attendre sa fin, qui ne saurait tarder en sachant qu'au niveau politique, c'est déjà le cas. Ça va dans le sens de ce que pense François Martin. Oui, je pense que... Pardon. Vous savez, c'est la course des mobiles. Vous savez, les casse-têtes qu'on apprenait, les vitesses relatives de mobiles. Et donc, oui, tout à fait. Et bien là, c'est pareil. Il y a toutes sortes de mobiles en mouvement, là. Il y a la situation en Russie, il y a la situation en Europe. Tout est évolutif. Oui. Tout ça est évolutif constamment et il est extrêmement difficile de voir la résultante à court, moyen et long terme de tout ça. Moi, je dis simplement que depuis quelques années, il y a une élévation de température dans les relations internationales avec 2 foyers très chauds, c'est le Moyen-Orient et le front ukraino-russe, avec une Europe remontée comme une pendule contre les Russes, parce qu'il y a une course, il y a une fuite en avant dans la guerre de la part des dirigeants européens, qui n'ont d'autres saluts, comme par exemple Macron,
d'espérer faire jouer l'article 16 de la Constitution à la faveur d'une crise internationale de manière à repousser sine die l'élection présidentielle de 2027, c'est une idée qui lui trotte dans la tête complètement et de manière obsessionnelle. Et c'est là qu'il est le danger. Il est chez les dirigeants européens, comme Merz, l'Allemand, qui lui-même est extrêmement inquiétant aussi dans ses réactions. Et on va voir ce que fait le nouveau Premier ministre anglais, mais je crains qu'il soit dans la même ligne que son prédécesseur. Et il y a un très grand danger d'étincelles à un moment donné qui provoque Merci Laurent. Mot de conclusion d'Antoine Guénaud avant la pause. C'est vrai qu'il faut voir deux situations au-delà de l'Ukraine et de la Russie. Il faut voir la situation internationale qui est complètement chaude, effectivement, le Moyen-Orient, mais il y a aussi Taïwan, il y a l'Indo-Pacifique. Il y a énormément de choses comme ça aussi. C'est parce que ça va être lié à, effectivement, les BRICS d'un côté, l'Occident, etc. Donc il y a toutes ces relations internationales qui changent en mal. Et les situations intérieures de chaque pays. On parlait de Macron pour l'article 16, je ne sais pas si c'est pour l'article 16, mais en tout cas, une politique de peur, etc., sert à la veille d'élections. Lui, il ne peut pas se représenter, mais son bloc central, dirons-nous, pourra. La peur marche bien, et mauvaise conseillère, mais bonne conseillère pour eux, pour les élections. Donc on ne peut pas écarter isoler ce conflit ukraino-russe de la situation internationale et des situations internes, effectivement, de dirigeants comme Macron, Merz, etc. Ça, on va y revenir, mais après la pause. Je réponds. Allez, la revue, non pas la revue justement, mais on me parle autour, donc on me déconcentre. François Martin, alors, et Antoine Guénaud. Antoine Guénaud, il faut parler dans le micro quand c'est votre tour. Dans la tête de Macron. Dans la tête de Macron, c'est le dernier livre de géopolitique profonde de Michel Fize. Michel Fize qui nous revient aux éditions Géopolitique profonde. 3e livre sur Macron. Il commence à bien connaître son sujet. Et là, c'est dans la tête de Macron. François, qui voulait aussi répondre au super chat. Juste pour mettre un petit truc, il y a une chanson qui dit « Mets ton habit scaphandrier et dans le cerveau de ma blonde, tu vas descendre, que vois-tu ? Il est descendu, et dans la profondeur du vide, le scaphandrier s'est perdu. » Alors ça, c'est pour la tête de Macron, c'est ça ? Non, mais dans la tête de Macron, c'est pas du vide. Et là, c'est pas la blonde, c'est pas Jean Brigitte. Il va pas se perdre, là, il va se noyer, je dis pas dans quoi. Bon, c'est une chanson de Léo Ferré. Alors là, voilà. Le super chat. Bon, je trouve que cette question de ce monsieur. Pourquoi attaquer l'Europe alors qu'elle va s'écrouler d'elle-même ? L'Europe s'est mise elle-même dans une situation politico-diplomatique absolument sans issue. Elle sait que le monde qui va se construire après va se construire sans elle, ou ça sera une autre forme, sans OTAN et sans Europe, c'est la fin. Donc elle radicalise, d'autant plus qu'elle est au bout du rouleau. C'est ce qu'expliquait Bernard Wicht dans une interview que j'ai écoutée aujourd'hui, qui est excellente. Et dans une situation comme cela, il n'y a qu'à attendre qu'ils tombent. Ils vont tomber. Et imagine que Poutine prenne Slaviansk amateur, c'est dit maintenant je veux négocier. Les Américains vont se précipiter dessus et ils vont dire bon ben à Zelensky, maintenant tu es fini, you have lost, you don't have the cards. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens ? Ils sont foutus politiquement. La guerre, c'est the winner takes all, c'est ça. Et c'est vae victis. Hein, ils sont cuits. Alors, je pense que cette question est absolument excellente. Et je crois qu'avec des signes, on met en bouteille la Tour Eiffel. Hein. Tout ça, ce sont des conditionnels. Hein.
La victoire est certaine sur Slaviansk, c'est pas du conditionnel. La chute de l'Europe, si la victoire est certaine, elle est certaine aussi. Il n'y a pas d'exemple de pays qui ait vraiment perdu une guerre et qui soit resté en tant que régime. Ça n'existe pas. Il faut voir la multiplicité des acteurs, notamment le MI6, le service de renseignement britannique, qui pilote la politique étrangère britannique. C'est le MI6. Le MI6 est le champion des coups tordus. Alors voilà, est-ce qu'il y a aussi, alors là j'allais poser justement cette question un petit peu en dernière partie d'émission, c'est ce risque d'un fast flag, d'une attaque sous faux drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est la question que je posais déjà ce matin dans la matinale à mes invités. Eh bien, c'était Henri Roure et c'était... Jacques Cheminade, c'est le sujet finalement de pourquoi toute cette propagande, pourquoi à ce point la propagande, pour vendre des armes ou plutôt pour financer l'Ukraine, il n'y avait pas besoin d'en faire autant qu'ils en font actuellement les médias occidentaux. Est-ce que ils ne cherchent pas à développer un narratif d'un Poutine qui serait acculé et qui à ce moment-là commettrait l'irréparable, mais il ne s'agirait pas en fait réellement d'une attaque russe, mais d'un faux drapeau? Est-ce qu'il y a ce risque du faux drapeau? On l'a déjà évoqué plusieurs fois dans nos émissions. Il y a le risque du faux drapeau. Je m'en réfère par exemple au fameux massacre de Boucha. Oui, Boucha. On sait bien qui c'est qui a organisé ce faux charnier de Boucha. C'est les services anglais avec les services ukrainiens. Ouais. Les services anglais se sont illustrés pendant la guerre des Balkans en organisant des faux charniers, notamment au Kosovo. Tout à fait. C'est des spécialistes. Et c'est une tradition qui s'est beaucoup développée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces coups tordus des SAS, le bras armé du MI6, ils ont, les Anglais, un savoir-faire particulier pour ça. Et c'est peut-être hérité d'ailleurs d'une tradition viking très lointaine. Et tu remarqueras que dans ces cas-là, on tire régulièrement sur les écoles des enfants, sur les maternités, sur les lores. Et c'est typique de la période actuelle. Mais alors c'est très dangereux, parce que justement, comme la guerre médiatique est une composante majeure de la guerre aujourd'hui, et c'est pas un simple ornement ou une broderie, la guerre médiatique. La guerre médiatique est un élément extrêmement important de la victoire. D'ailleurs, il n'y a que voir la guerre du Vietnam. Ho Chi Minh avait dit « Nous gagnerons la guerre dans les salles de rédaction de New York ». Et effectivement... D'où la distinction qu'on fait entre le stratégique et le reste. On peut gagner stratégiquement une guerre, comme l'Iran gagne une guerre, sans l'avoir réellement gagnée militairement. L'offensive du Tet en 68 menée par les Viet Cong les avait éreintés, les Viet Cong. En réalité, ils ont perdu 80% de leurs bonnes troupes dans cette offensive du Tet. Et cependant, c'est eux qui ont foutu dehors un coup de pied au cul les Américains. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique américaine s'est retournée contre cette guerre. Alors, est-ce que ça pourrait arriver à Poutine demain ? Oui, aussi. Je regrette, oui. Parce qu'il y a une opinion publique en Russie. Parce que c'est pas l'opinion publique occidentale, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il a 70% de bonnes opinions. Et troisièmement, parce que le jour où il a un besoin d'un fusible, il est en face de lui en Ukraine, il n'a qu'à le tuer, l'opinion publique sera contente et dira Poutine est un grand homme, il a gagné sa guerre. Simplement parce qu'il aura zigouillé Zelensky. Mais il n'aura pas réglé son problème parce qu'il n'aura pas conquis tout ça. Je ne crois pas du tout que Zajolny, qui est dans la main des anglo-saxons, qui est ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui se fait faire des beaux costumes chez les meilleurs tailleurs de Londres et qui goûte actuellement les délices de la capitale britannique, je ne pense pas que Zajolny fera une autre politique que Zelensky. Alors là, il est dans la main des anglo-saxons complètement. Il est dans la main des anglo-saxons, Zajolny. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire d'autre ? Il fera ce que lui diront de faire Washington et Londres, c'est tout. Ben, oui. Et donc, il prorogera la politique de Zelensky. Et à ce moment-là, il ira jusqu'à Odessa, tout simplement. Et avec plus de compétences que Zelensky, en plus. Poutine ira parce que lui, c'est un vrai militaire. Donc, moi, j'ai aucun optimisme sur Zajolny. Et je crains beaucoup les bouts de feu britanniques dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il pourrait concrètement faire ? Par exemple, il pourrait
Ils vont livrer de l'uranium enrichi, ça on le sait, pour les centrales nucléaires oui, et puis peut-être, par exemple, ukrainiennes. Provoquer une petite catastrophe nucléaire. Sur une centrale. Laurent, tu dis ça depuis 4 ans. Chaque fois que non, mais tu ça parles fait de 4 ans l'Ukraine, tu dis ça depuis Poutine a 4 gagné ans. la guerre. Hein. 4 ans que tu dis qu'il a gagné la guerre. Hein. Il a gagné la guerre. Moi, je veux bien, hein, mais depuis le premier jour. Il dit ça à chaque fois. Il y a ça depuis le premier jour. Rappelle-toi la première visite de Grossi à la centrale qui était bombardée en permanence avec la population d'Energodar qui lui amène une pétition signée par 200 000 personnes qui lui dit « S'il vous plaît, devant les caméras du monde entier, dites à l'ONU et aux dirigeants européens qui disent aux Ukrainiens d'arrêter de nous tirer dessus. » Donc tout le monde savait que c'était les Ukrainiens à l'époque. Ça n'arrive pas. Et on tirait déjà sur les centrales nucléaires à l'époque. Ça n'arrive pas jusqu'au moment où ça arrive. Trump ne devait pas attaquer l'Iran. Hein. Comment ? Trump, il ne devait pas attaquer l'Iran. Hein. Trump ne devait pas attaquer l'Iran. Hein. C'était pire. Oui, c'était pire. Oui. Et donc c'est pire. Oui. C'est pas rationnel, c'est pas logique. Il a fait une chose complètement absurde. Non. On n'ouvre pas le sujet sur l'Iran, mais c'est pas absurde. Non, on ne va pas l'ouvrir. Hein. Non, c'était pas absurde, Laurent. C'était pas absurde. Le pacte irano-saoudien, on a dit qu'on n'ouvrait pas le débat. C'était pas absurde. Bon, absurde ou pas absurde. C'est la tactique qui était absurde, mais c'est pas la stratégie. Et l'attaque de l'Ukraine par Poutine, pratiquement personne n'y croyait. Même moi, je n'y croyais pas. Hein. Non, c'est vrai. J'y croyais pas. Preuve. Antoine Guénaud. Oh oui, non, il peut tout arriver. Des faux drapeaux, ça peut très bien arriver. Nord Stream en était un plus ou moins quand même. Oui. Doute un petit peu. Là, ils ont utilisé, je vais me mélanger les pinceaux, mais c'était un drone ukrainien contré par la Russie qui est tombé en Roumanie ou l'inverse, je sais. C'est un drone les médias, ukrainien. Voilà, les médias français, en tout cas les médias internationaux et français, ont dit que c'était, ça y est, une attaque de drones russes sur la Roumanie. Donc médiatiquement, ils sont capables de tout. Alors qu'après, ça a été très peu, cette information a été très peu contrée ensuite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester dans le peuple français, qui vont rester sur cette information-là, alors qu'elle était complètement fausse et qui a été débunkée après. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir tout simplement une attaque massive de drones et de missiles balistiques sur Moscou ? Oui. Mais ça, à mon avis, dans 2 mois, ils ont les moyens. Ils les ont déjà. Et là, normalement, même si, encore une fois, François nous explique que la doctrine, ça n'a pas d'importance, la doctrine nucléaire, elle est très claire. Hein. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. Je dis que l'objectif d'un dirigeant politique, c'est d'abord un pragmatique. S'il a une doctrine, c'est comme tu as une stratégie, tu as un fil pour suivre ton action. Mais à un moment donné, la décision, tu n'es pas, ligoté par ta doctrine. C'est ça que je dis. C'est pas pareil. Pas pareil. Tu ne fais pas les choses parce que la doctrine te dit de le faire. Tu fais les choses parce que tu penses que ta doctrine te donne une bonne solution pour ce que tu veux arriver à faire. Quand il y a des ambiances de crise internationale grandissantes comme ça, on le voit bien dans l'histoire, à un moment donné, la température devient si élevée qu'une petite étincelle provoque l'embrasement. Ça, c'est une logique de percolation, comme les scientifiques l'appellent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'eau qui monte à 99 degrés sans changer d'état et qui, arrivée à 100 degrés, tout d'un coup change d'état et devient de la vapeur d'eau. Et on entre de plus en plus dans ces périodes d'élévation de température de plus en plus forte, où tout devient source maintenant de risques. Ça peut être des frictions incontrôlées entre avions de combat dans les airs ou de bateaux sur les mers. Ça peut être attaques sous faux drapeau, par exemple par le MI6. Et ces hautes températures porte le risque à un niveau extrêmement élevé. Laurent, je pense que quand tu dis ça, tu projettes ta propre peur en réalité, ta propre peur, et tu te fais intoxiquer par les gens les catastrophistes. Voilà. Et je pense que les dirigeants, les vrais dirigeants, et Poutine en est un, sont beaucoup plus froids
que ce que tu penses. Et que ce qui te semble, toi, vraiment la température maximum, quand eux regardent les choses, enfin, ils sont soumis à des pressions de toutes sortes et incommensurables. Il n'y a pas que cette guerre dans la tête de Poutine. Je pense que quand tu analyses la réalité du risque, aujourd'hui, je pense que Poutine n'est pas arrivé à la situation où il doit se dire « je dois absolument faire quelque chose ». Il n'y est pas. Je pense que le jour où il pensera qu'il y est, à ce moment-là, on verra. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y est pas. En juillet 1914, il n'y avait pas beaucoup de catastrophistes. Personne n'a vu venir ce qui est arrivé en août. À la suite de l'assassinat de l'archiduc François-Joseph, personne n'a rien compris, personne n'a rien vu venir. Hein. Eh bien, tu donnes de l'eau à mon moulin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit ça va péter, ça va péter, ça va péter. C'est pas dans ces circonstances que ça pète. C'est quand justement tout le monde pense qu'il se passera rien. Oui, c'est l'analyse contrarienne et voilà. Je la connais bien. Voilà. Mais là, tout le monde ne pense pas, justement. Tout le monde ne oui, pense mais pas. tout le monde a peur aujourd'hui. Tout le monde pense que les risques sont élevés. Personne ne dit c'est un lit de rose. Personne ne dit ça. Non. Mais beaucoup pensent quand même, François, que le nucléaire est une assurance tout risque. Oui. Et ça, c'est peut-être une erreur. C'est exactement. Si tu regardes les chaînes subventionnées, il y a un climat d'euphorie. Ils ne sont pas du tout inquiets. Ils n'ont pas du tout peur que ça dégénère. Ils font la guerre joyeuse sur les plateaux de télévision. Ce que tu dis, c'est contradictoire avec le fait que nos dirigeants essayent d'insuffler dans toutes les opinions européennes la terreur de l'attaque des Russes. Ils n'arrêtent pas de le dire. Et nos enfants, si on n'est pas capable d'envoyer nos enfants à la mort, etc. Enfin, regarde ce qui se passe. On ne peut pas à la fois avoir ça et à la fois avoir des gens, comme tu dis, qui sifflotent à la télé. Ils ne sifflotent pas du tout à la télé. Et c'est parce que les opinions publiques ont du mal à suivre ça que justement il y a cette espèce de rhétorique macronienne et autres d'appel à la guerre et demandons le chef d'état-major et des autres pays européens. Mais on ne peut pas dire pour l'instant que les gens pensent que le nucléaire n'est pas une assurance de risque contre la guerre. Tu discutes avec la majorité des gens, ils te disent non, c'est pas possible qu'il y ait une guerre mondiale parce qu'il y a la bombe atomique. C'est ça. C'est la majorité des gens. N'empêche que si tu discutes avec eux vraiment, tu t'aperçois que le nombre de gens qui ont vraiment la trouille est très élevé. Il y a une tension dans la société. Dans quelle société ? De quelle société ? Société occidentale, française ? Français, oui, la société. Non, parce que toi, tu fréquentes des gens particulièrement fébriles, mais... Comment ? Pardon ? Tu fréquentes des gens particulièrement fébriles. Tu trouves ? Mais moi, je trouve que la majorité des gens se disent, mais non, moi, je vois bien, quand je leur parle de la perspective d'une troisième guerre mondiale, avec la bombe atomique, c'est pas possible. Donc, c'est vrai, c'est un peu ça veut dire que la propagande européenne ne fonctionne pas ? Elle ne fonctionne pas beaucoup sur les opinions publiques. Écoute... Non. Non, il parle d'une guerre à horizon 2030, c'est-à-dire qu'il quelque part il reporte. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la... Il y a beaucoup... La peur joue aussi. Non, mais je me permets de... Allez-y. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui voient guerre avec la Russie et qui ne comprennent pas que c'est potentiellement guerre mondiale. La peur joue sur une attaque russe. Voilà, mais il y a des gens qui ont très peur et des gens qui n'ont pas du tout peur. Je pense qu'il y a un peu les deux aussi, vraiment. Ceux qui ont peur ont très peur, ceux qui n'ont pas peur, effectivement, oui, mais avec le nucléaire, on n'a rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tous les mécanismes, comme on parlait de 14, de percolation, etc., qui peuvent arriver. Parce que depuis tout à l'heure, on est quand même sur Ukraine-Russie, mais le conflit peut complètement, encore une fois, dans un conditionnel, etc., peut devenir mondial, toujours. C'est évident. Que se passera-t-il si les Ukrainiens attaquent Moscou ? Je ne sais pas. Que feront les Chinois ? Que feront l'Iran ? Que feront les Briques ? Que feront les Occidentaux ? Mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur des logiques de bloc qui menacent, on va dire, de faire ça. Mais je ne sais pas si les Français ont cette peur. La peur, elle est dirigée sur les Russes. C'est pas forcément le risque de guerre mondiale qui... Moi, j'ai l'impression que sur le nucléaire, il y a un pays qui ne veut surtout pas en entendre parler et qui a mis une ligne rouge, c'est la Chine, sur le nucléaire. Ce qui explique, à mon avis, aussi beaucoup de la position russe. Mais déjà, il faut voir une chose. La Chine était absolument pas pour que Poutine attaque l'Ukraine. Non. Oui. Poutine l'a fait sans demander son avis avec Xi Jinping. Ah oui. Donc l'idée que
Xi Jinping a un contrôle absolu sur Poutine, etc. Personne ne dit ça. Hein. Non, c'est J'ai pas dit ça non personne, plus. Hein. Non, il ne l'a pas dit. Non, je l'ai pas dit. Hein. Non. Mais Je l'ai pas dit. il y a une idée. On sait très bien pourquoi Poutine a attaqué. Poutine a attaqué parce que il avait eu la preuve que il y avait une offensive qui était prévue pour un nettoyage ethnique, pour éradiquer la population du Donbass. C'était ça l'objectif. Et on voit bien. Qui considère comme des Russes et qui lui demandait, qui le suppliait d'intervenir depuis 8 ans. Donc ça veut dire s'il a fini par intervenir, c'est vraiment qu'il s'est dit je peux pas faire autrement. Et on voit bien le Il ne pouvait pas les laisser massacrer des millions. Et puis il se sentait militairement prêt aussi. Parce que Minsk n'a jamais été fait, les protocoles de Minsk. Il se sentait prêt militairement, je pense, aussi. Bien sûr. Ce qui n'était pas le cas. Et on voit bien les logiques infernales à l'œuvre. Les Occidentaux, dans cette affaire, jouaient les bouts de feu. Et à un moment donné, ils ont acculé Poutine à frapper en premier, mais ils l'ont acculé à ça. Donc on voit bien les logiques infernales à chaque fois. Mais là, on n'est pas dans la même logique, Laurent. Où est-ce qu'il est acculé, Poutine? Où est-ce qu'il est acculé aujourd'hui? Moi, je maintenant, mais au fil des mois, ça va venir. Ben, on verra. Ouais. Au fil des mois, on verra. Et je pense que lui fait probablement le même raisonnement que toi. Il dira, bon, on verra. On va voir si Slaviansk et Kramatorsk tombent. On verra si, etc., etc. Voilà. Il continue à négocier avec les Américains en disant, si on gagne la guerre et qu'on rouvre le business avec vous, est-ce que vous êtes d'accord? Il mène plusieurs trucs en même temps, c'est ce qu'il fait. Et il y a Trump qui patauge tellement dans la semoule avec l'Iran et qui maintenant est en train d'encenser Zelensky et donc de gâcher tous les acquis de la rencontre d'Anchorage. Est-ce qu'il encense vraiment non, Zelensky, Laurent, Trump, ou bien est-ce que ça c'est la propagande? Mais tu les prends au premier occidentale? degré, c'est du cinéma et Poutine le sait. Moi, je vois une chose, c'est que Starlink continue à jouer un rôle crucial pour guider les missiles et les drones ukrainiens sur les cibles dans la profondeur du territoire russe. Sans Starlink, il n'y arriverait pas. Et moi, je juge les faits. Les faits, c'est que pour l'instant, Trump continue à soutenir l'effort de guerre ukrainien. On est d'accord. Tout le reste, c'est du baratin. Et en même temps, il prépare la suite. Et il prépare plus rien, il est dépassé. Non, je pense pas. Patauge dans la choucroute. Je crois pas ça. Le gorille, le gorille a tellement secoué la cabane qu'il est affolé, ses yeux roulent dans ses orbites. Il se met à trembler, il ne sait plus quoi faire. Le gorille est dépassé par ses propres erreurs. Mais non, tu les prends pour des crétins, c'est pas des crétins. Dans le domaine, des fourbes, mais c'est pas des crétins. Dans le domaine de la politique étrangère, si. Si. Je crois pas. C'est pas Richelieu. Hein. Personne n'a dit que c'était Richelieu. Oui. Or, il faudrait un Richelieu dans ce genre de situation. Ah ben, on en est loin. On en est très loin. C'est un analphabète de la politique. Mais tu vas voir que les analphabètes de la politique, c'est pas lui, c'est nous. Parce que lorsque la guerre va s'arrêter, ils seront les premiers à faire du business et nous, on le fera pas. C'est nous les couillons. C'est pas Trump. Trump, il est placé. Tu vois pas qu'il est placé? Il attend que ça tombe. Il ramasse des deux côtés. Alors tu me diras, c'est pas joli comme méthode. Pour le pognon, tu dépends des happy end qui sont bien loin écoute, de la situation actuelle. Antoine Guénaud, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas à court terme, parce qu'à plus long terme, il y aura plusieurs choses. Il y aura un changement, ça créera certainement un changement du paradigme mondial. Mais à court terme, oui, il y a sur les deux tableaux. Le pognon tombe dans les fouilles américaines, que ce soit pour les armes et d'autre côté pour la future reconstruction de l'Ukraine, ils seront déjà bien placés. Et regarde par ailleurs ce que c'est que l'État ukrainien aujourd'hui. Rappelle-toi, tu as écouté comme moi, je pense, l'interview de Madame, comment s'appelle, son ancienne porte-parole, avec Tucker Carlson. Madame, comment elle s'appelle, Mandel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Gouverner par trois choses. Le refus de la réalité, donc ça veut dire une vision totalement hors sol. Deuxièmement, c'est la drogue. Et troisièmement, c'est la corruption. Elle a dit ça. Donc cet État ne tient plus non plus. Il tient par... il est sous perfusion occidentale, donc il est en état de survie. Il ramasse de l'argent. De survie prolongée. Ça, c'est pas un État qui construit, qui calcule et qui tient
dans la durée, donc ça va tomber. Ce qui est dramatique, si je peux dire, c'est l'héroïsme à tout craint du peuple ukrainien. Alors ça, vous y croyez, à cet héroïsme du peuple ukrainien? Ça, c'est la propagande actuelle qui se déverse. Il y a quand même, quand on les voit traquer les Ukrainiens pour les envoyer au front, les mecs qui reviennent en disant qu'ils sont restés 2 ans dans les tranchées et qui sortent d'une tranchée une fois tous les 4-5 jours pour essayer d'aller pisser. Oui. Voilà. Donc mais moi, je suis impressionné par l'esprit de sacrifice de ce peuple. Et c'est pas un esprit de sacrifice, c'est que l'on mesure. Les brigades de représailles les attendent pour leur tirer dans le dos si jamais ils reculent. Mais que l'on mesure au nombre d'estropiés qui circulent dans les rues de Kiev et des grandes villes ukrainiennes, il y a tout de même une abnégation, il faut bien reconnaître, une abnégation de ce peuple qui est phénoménal. Il y a des dizaines de milliers et des centaines de milliers de déserteurs, donc il ne faut pas exagérer. Mais ça n'empêche qu'il y a ceux qui continuent à se battre. Comme il y a des groupes militaires néo-nazis qui sont juste derrière eux. Hein. Oui. Ils vont au front avec la baïonnette dans les rangs. Rien à bouffer, on vole leurs armes et leurs rations. Si vous voulez secouer ce joug, ils pourraient le faire. Hein. Le gros de la troupe ukrainienne, si elle voulait secouer le joug néo-nazi, elle pourrait le faire. Hein. Non, il y a tout de même cette abnégation patriotique que je dois dire qui force l'admiration, il faut reconnaître. Pas ça. Il y a des désaccords. Le plus gros malheur, c'est surtout que c'est un malheur pour ce peuple qui est sacrifié sur l'autel d'élargissement de l'OTAN, etc. C'est un peuple. Tu sais pourquoi ils tiennent? C'est sûr. Voilà, parce qu'ils meurent et qu'on les remplace. Ils faisaient 50 millions en 91. Maintenant, ils sont 22-23 millions. Et ils continuent à résister. Entre tous ceux qui sont partis. Mais non, ils continuent pas à résister. On les tue au fur et à mesure. Parce qu'on les remplace tous les... je crois que sur le front, je crois que la moyenne... la moyenne de vie, c'est 1 semaine, cet ordre-là. Et qu'encore une fois, une vraie politique diplomatique, etc., aurait pu faire quelque chose pour éviter ce massacre. Bien sûr. Les accords de Minsk, etc., s'ils avaient été appliqués par nous, la France et de l'Allemagne, c'était des solutions simples, une neutralité diplomatique, internationale de l'Ukraine et une autonomie des provinces russophones d'Ukraine. Voilà, c'était pas dur, entre guillemets, mais c'était assez simple comme revendication. Voilà. Dernière question du super chat, ou remarque, observation, est-ce que le nucléaire n'est pas la ligne Maginot de notre temps? Oui, moi j'en suis persuadé depuis un moment. Je pense que le nucléaire tactique, d'ailleurs introduit dans la doctrine russe maintenant, en cas de menace sur les intérêts vitaux de la Russie, il y a eu une mutation de la doctrine militaire russe. Oui, il y a 2 ans, qui a accompagné la mutation de la doctrine militaire américaine. Et c'est à prendre très au sérieux. Oui, absolument. Et c'est à prendre très au sérieux. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus la tentation du nucléaire tactique, aussi bien du côté russe que du côté américain. Et d'ailleurs, les Français feraient bien de s'équiper à nouveau de bombes nucléaires tactiques, puisque en ayant détruit les Plutons et les Hadès, ils n'en ont plus. Et ils sont barricadés derrière l'idée qu'ils sont à l'abri parce que le nucléaire stratégique est en leur possession, mais le nucléaire stratégique, c'est pas crédible. Le nucléaire stratégique, c'est le nucléaire anticité, des bombes à hydrogène, des mégatonnes, des destructions massives. C'est une bombe nucléaire tactique qui tombe quelque part en France. On ne va pas faire tirer les sous-marins nucléaires pour rayer de la... Avec Macron, tout est 80 possible. millions de Russes, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc, le nucléaire tactique s'impose de plus en plus. Je vois dans le travail doctrinal russe et américain comme une arme du champ de bataille, et ça finira par arriver. Je ne pense pas du tout ça. Alors ça, François n'est pas d'accord. Je ne pense pas du tout ça, parce que le nucléaire a une telle puissance, je veux dire, symbolique et psychologique, qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre le tactique et le stratégique. Ça, c'est le dogme. Attends, je pense, pour ma part, que les Russes ont parfaitement compris ça, et que c'est la raison pour laquelle ils ont inventé l'Oreshnik, qui sert à répondre sur le champ de bataille sans que tu aies la durabilité des radiations. Et que c'est pour ça
et que en fait ils ont une avance sur les autres parce que dans ce domaine-là, ils ont une réponse que les autres n'ont pas. Et qu'il n'y a pas d'avenir pour moi au nucléaire tactique. Par contre, il y a un grand avenir à l'hypersonique avec les... comme ils ont tiré sur le premier tir de Rechnik qu'ils ont lancé, avec un cratère qui a fait... je ne sais pas combien, 100 mètres de profondeur, tout le monde a compris qu'il n'y avait plus besoin de nucléaire tactique. Sauf que le Rechnik peut transporter une tête nucléaire. Il est adapté pour ça. En tout cas, il a été conçu aussi pour ça, puisque... il est même conçu à l'origine pour ça. Ça ne s'emboîte pas comme un mécano d'enfant de 3 ans. Hein. Et il faut le fabriquer, le museau, pour qu'il puisse prendre une tête nucléaire. Donc c'est bien que c'est dans l'idée des Russes de mettre une ogive nucléaire. Oui, frapper avec en plus des ogives Mirvé, donc plusieurs ogives, très rapidement qui rend impossible l'interception. Et l'effet de surprise, on le sait que ce qui est le plus important, c'est le temps entre le moment où on déclenche le feu et le moment où il frappe. Et on réduit le temps. C'est ça, à mon avis, la raison principale de l'hypervéloce. Le fait qu'il soit hypersonique n'exclut pas du tout qu'il puisse être utilisé aussi avec du nucléaire. Avec du nucléaire. Absolument pas. Non, mais je pense qu'ils ne le feront pas parce que le nucléaire tactique, encore une fois, ça a une charge émotionnelle qui est énorme. Jusqu'au moment... Les gens ne feront pas la différence entre une bombe nucléaire tactique qui a tué des centaines de milliers de personnes et une bombe nucléaire qui a tué des millions de personnes. Les gens diront, ils ont envoyé une bombe atomique sur tel pays. Et ça sera l'opprobre mondial sur le pays qui aura fait ça. Chaque guerre mondiale s'est terminée sur l'émergence d'une arme nouvelle qui est devenue l'arme reine de la suivante. 14-18, ça s'est terminé sur l'émergence du char, les chars Renault français. Et le char a été l'instrument roi des batailles, l'arme royale. C'est ce que Gérard Chevrier dit, la Troisième Guerre mondiale sera nucléaire. Voilà. D'après Gérard Chevrier, il prononce le mot nucléaire à chaque fois qu'il passe sur un plateau depuis 20 ans. Donc, Ou même quand on va le voir, à Sarlat, Lara est allé le voir, il le dit toujours. Hein. Et tous les interdits sont faits pour être transgressés. Mais il ne s'est pas toujours trompé, hein, Gérard Chevrier. Einstein ajoutait que la quatrième serait fait avec des bâtons, avec des bâtons. C'est pas parce que je dis que Bibi risque de choisir la religion musulmane demain matin que pour autant les interdits sont tous là pour être transgressés, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des chances pour qu'il le fasse. Bibi, donc, ne rêvons pas. Qui est Bibi? Benjamin Netanyahou. Oui. Ah oui. Donc, voilà. Très bien, messieurs, un mot probable. Voilà. Allez, il reste 30 secondes, chacun, 30 secondes de conclusion. Laurent. Moi, en tout cas, les raisonnements savants de François ne m'ont pas du tout rassuré. François. Oula. Écoute, suivons les événements. Moi, je trouve que les choses, finalement, si je me mets dans la tête de Poutine, ne se déroulent finalement pas si mal que ça. Il avance. Ça va moins vite que prévu, mais il avance. Il est juste devant le gros beefsteak qu'il convoite depuis le début. Et je pense que une fois qu'il aura mangé, les choses seront claires pour tout le monde, c'est tout. Et tout le monde fera la paix. Merci François. Antoine, le mot de la fin. Moi j'espère, conclusion qui va être franco-française, mais j'espère que la France pourra un jour avoir un dirigeant et une élite qui permettra d'avoir qu'elle ait une vraie politique diplomatique, donc qu'elle sorte de sa vassalisation envers Washington, pour enfin pouvoir redevenir cette France westphalienne de la multipolarité qui parle à tout le monde, cette France gaulienne, quoi, et qui nous éviterait certainement des déboires comme ceux-ci. Ça, au moins, je pense que là, même s'ils n'ont pas été toujours d'accord, nos spécialistes géopolitiques, ils sont d'accord avec cette dernière. Oui, c'est brillamment dit. En plus. Voilà. Merci. Exactement. Merci Antoine, merci à tous les trois. On a passé un bon moment. Hein, voilà, c'était plaisant. Merci beaucoup. Très bien. Cette émission se termine. La revue Géo-ingénierie, la guerre climatique secrète. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec l'abonnement à la revue.
Les podcasts, notez-nous 5, voilà, et si ça nous aidera beaucoup et ça ne vous coûtera rien que de mettre les 5 étoiles pour l'ensemble des podcasts. Voilà, la soirée qui continue sur GPTV dès 21h30 avec les meilleurs moments de la matinale de ce matin. Je recevais entre autres le général Roure et Jacques Cheminade, sans oublier bien sûr notre chroniqueur du lundi, Claude Janvier. Demain, on se retrouve à 7h avec justement François Martin, Alexandre Juvin-Brunet, Scheherazade. Puis vous m'en trouverez... Et Laurent Arthur Duplessis. Non, pas Laurent Arthur Duplessis demain, non. Mais ça aurait pu être le cas, mais non, ce ne sera pas le cas. Pas tous les jours. Non, voilà. Et on se retrouve aussi à 12h30 ainsi qu'à 19h. Avec 19h, j'aurai Victor Boger qui nous dévoilera les secrets franc-maçonniques de l'Arc de Triomphe, les soubassements, les fondements de la République franc-maçonne. À ne pas manquer demain à 19h. Merci à vous, excellente soirée, à demain. Le piège européen pèse sur les épargnants. Si votre argent est placé en livret A et en assurance vie, quand la Cour des comptes veut faire les poches des Français, découvrez les alternatives qui existent pour diversifier votre épargne. L'Institut Géopolitique Profonde vous aide à découvrir quelles solutions existent.